Ça y est. C'est bon, nickel. Parfait. Désolé pour le retard, on a eu quelques petits problèmes techniques. De toute façon, on n'est pas encore au complet. On va attendre quelques minutes avant de commencer. Mathieu, si ça te va, on peut commencer vers 10. Parfait pour moi. Nickel. Si tu veux, on peut y aller, hein. Quand tu veux. Allez, nickel, c'est parti. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. On est ravis de... Alors, attendez, j'ai pas activé ma vidéo. Hop. Bon, tant pis, ça marche plus. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je vais faire ça sans vidéo parce qu'elle ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir et de recevoir surtout Mathieu Davy. Bonjour Donc, à tous. avec Anomia, on s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir interviewer et en tout cas interagir avec un avocat qui avait un super parcours entrepreneurial et qui allait un peu nous expliquer tout ça. Donc, Mathieu, je suis content de te voir aujourd'hui et j'espère que tu vas nous raconter de belles choses. Merci à toi pour ton invitation. Nickel. Écoute, je te propose de commencer par nous parler un petit peu de ton parcours. Alors moi, je suis avocat depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai prêté serment en 2004, ça remonte. Donc 16 ans maintenant, même de bar. Et j'ai eu la chance d'avoir ma toute première collaboration dans un cabinet très libéral. Ma spécialité, moi, c'est la propriété intellectuelle, le droit de l'audiovisuel, le droit, on va dire, de l'entertainment, on appelle ça comme ça à l'époque, c'est-à-dire faire du droit du cinéma, de la musique, du théâtre, de l'édition littéraire, etc. Et j'ai trouvé un petit cabinet d'un associé qui, lui, était aussi dans un grand cabinet avant et qui s'est installé à son compte, et qui s'appelle Gilles Galvez, et qui m'a pris comme collaborateur au moment de ma prestation de serment, enfin, au moment où j'avais le CAPA. Alors j'avais fait des stages dans des grands cabinets assez prestigieux comme Auguste de Bouzy, comme Canet Associés, comme Nomos, dans ce type de spécialité. Bon, je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir continuer ou d'être collaborateur dans ces cabinets, mais j'ai eu la chance en fait de trouver un avocat qui m'a recruté et qui lui aussi avait cette spécialité et des très beaux clients en matière d'audiovisuel et d'IP, IP-IT. Mais la grande différence, c'est que et la chance incroyable que j'ai eue et qui a fondé tout mon parcours, c'est que Gilles m'a mis dans une situation d'avocat libéral dès les premiers jours, dès les premières semaines de ma collaboration. C'est-à-dire qu'il m'a transmis un certain nombre de dossiers, j'avais un contrat de collaboration, mais ce contrat de collaboration n'était pas un contrat à plein temps, parce qu'il n'avait pas la capacité de m'approvisionner en dossiers et de me payer à plein temps. Et pour tout dire, même, j'avais même pas de bureau vraiment à moi au cabinet. J'étais dans un espace un peu collectif dans lequel je pluguais mon ordi. Mais d'un côté, ça m'a donné beaucoup d'envie de me développer moi-même. D'abord, d'avoir un patron très bienveillant qui m'a formé tout de suite comme un avocat. Pour vous dire, j'ai prêté serment le 14 janvier 2004 et le 19 et le 21 janvier, j'avais déjà deux plaidoiries à la cour d'appel, un à la cour d'appel de Versailles et l'autre à la cour d'appel de Paris, ce qui a été assez angoissant et en même temps ce qui m'a mis dans le grand bain tout de suite. Donc ça, c'est aussi la confiance que peuvent vous porter des patrons, c'est de vous dire, OK, on y va, tu es avocat, tu as prêté serment, tu as fait des stages, on a travaillé ensemble déjà, on a préparé le dossier, tu es prêt, tu peux y aller. Donc ça a été assez brutal, mais salvateur parce que ça m'a mis dans une situation d'avocat très tôt. Je pense que c'est ce qu'il faut faire avec ses collaborateurs. En tout cas, soi-même, il faut se former comme ça. Et donc ça m'a donné très vite le goût de la robe et du développement. Puisque de toute façon, j'avais un patron qui, lui, me laissait un peu de temps pour le faire. J'étais dans une situation où j'avais un peu d'espace. Et c'est vrai que j'ai tout de suite développé. J'ai tout de suite dit à mon entourage, à mes amis, à mes relations, au réseau que je pouvais avoir, celui que je pouvais encore avoir depuis l'époque de la fac,
où j'avais pas mal d'activités associatives. Et ça, je le dis, il faut très tôt, quand on est étudiant, avoir des activités diverses et variées pour se constituer un réseau. Et quand on est avocat, on dit à tous ces gens, je suis avocat, tu peux me confier un dossier, n'importe quoi, un contentieux, un contrat, quelque chose sur lequel moi je puisse intervenir, quelque chose de pas forcément très complexe. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai pris des dossiers très tôt. Je me souviens même que j'avais mon premier dossier perso, j'étais même pas avocat, j'étais encore élève avocat à l'EFB. Alors, ça ne demandait pas d'être avocat, c'était la relecture d'un contrat, mais j'avais fait, j'avais pu le facturer, entre guillemets, alors pas comme avocat, j'avais attendu d'être avocat pour envoyer ma première facture, mais le travail, j'avais fait avant même d'être avocat. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, d'être cet esprit un peu entrepreneur, un peu développeur, parce qu'on n'a pas le choix. Être avocat, c'est pas que être ce juriste, technicien, praticien en robe. Alors certes, on peut être collaborateur pendant très longtemps, on peut être associé dans un cabinet parce qu'on a été collaborateur et, entre guillemets, vivre sur la bête, si je puis dire. Mais si on veut être un peu indépendant, si on aspire à créer son propre cabinet, à apporter de la valeur, à développer sa clientèle et donc à acquérir sa liberté, parce que c'est quand même ça, in fine, il faut se bouger. Et donc, effectivement, moi, ma situation a fait qu'assez vite, j'ai dû développer. Et ce n'est pas si compliqué que ça, il suffit de le dire. Il faut casser un tabou, un peu de la pudeur, de pas oser dire je suis avocat, pense à moi ou recommande-moi dans ton réseau. Je sais faire ci et ça. Par exemple, je sais déposer des marques, je sais faire des contrats de cession de droit, je sais faire de l'IP, je sais faire des dossiers en contrefaçon, en concurrence déloyale. Je sais travailler sur du droit du logiciel, etc. Tout ce qui peut, tout ce qu'on a pu développer pendant des années et qu'on continue d'ailleurs à développer pendant qu'on est praticien, il faut pouvoir le dire. Et donc, effectivement, mes premières années de collaboration, j'ai pas été collaborateur très longtemps en plus. Du coup, j'ai fait ce cabinet donc pendant un an et demi auprès de Gilles Guelvez. Et pendant cette année et demie, je me suis développé. J'ai même pu gagner un peu d'argent, ce qui m'a permis de sous-louer un bureau dans la structure. Ça qui est assez amusant, assez paradoxal pour un collaborateur. Il y avait un tout petit bureau, qui était un petit bureau de sous-location. Et l'avocat indépendant qui était là est parti et j'ai demandé à pouvoir le louer moi-même. C'est vrai qu'ils m'ont fait un petit prix sympa, mais j'ai pu louer mon bureau, ce qui était une satisfaction de me dire je me paye mon premier bureau d'avocat alors que je suis encore collaborateur, mais ce qui me permettait de recevoir mes clients et je pouvais me le permettre puisque je commençais à générer, en plus de ma rétrocession d'honoraires fixe, qui était donc à temps partiel, un complément avec mes honoraires directs de mes clients perso. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez stimulant en plus quand on est jeune avocat. Ça vous pousse de se dire, j'ai pu me payer mon petit bureau, je peux m'acheter des choses, je peux m'équiper, je peux investir un peu pour pouvoir justement continuer à me développer. Et ensuite, j'ai fait des cabinets plus traditionnels, des collaborations dans des cabinets un peu plus grands. J'ai été chez Taylor Vessing, qui est un cabinet assez réputé en droit du cinéma, où j'ai fait pareil à peu près un an et demi. Et puis, j'ai fait presque 3 ans dans un cabinet qui s'appelle Grand Rue, chez Jean Castelin, qui est spécialisé, qui a une belle équipe d'IP, droit d'auteur, droit de la presse, droit des médias, droit de la communication, où là, j'ai encore fait 3 ans. Donc c'était ma plus grande collaboration. Là, j'étais vraiment à plein temps pour le coup. J'avais même une belle rétrocession. Mais d'ailleurs, c'était un peu dû au fait, ça c'est intéressant, quand j'ai été recruté, je pense que j'étais pas forcément le meilleur technicien, mais je pense que j'avais déjà une pratique. Et ça plaisait au patron que je rencontrais, parce qu'il voyait bien que j'étais un peu dégourdi, que j'allais plaider mes dossiers, que j'avais même un rapport client en direct. Et ça peut plaire à des associés d'avoir dans leur équipe des collaborateurs qui ne soient pas juste des grands sachants qui ont été stagiaires, qui ont appris, qui ont été maniés à la patte des associés, mais qui ont un peu baroudé et qui sont un peu dégourdis, qui sont capables d'être très indépendants et de prendre un dossier de A à Z et de le traiter en confiance, sous la responsabilité évidemment de l'associé, mais de pouvoir le faire. Et donc moi, c'est le profil que j'ai un peu dégagé. Et pendant ce temps-là, en plus, je continuais à développer ma clientèle personnelle. Alors c'est sûr qu'à la fin de cette période de collaboration, j'avais 28, 29 ans. Alors je commençais à bien gagner ma vie. Bon, heureusement, quand on est jeune, on a du temps. En plus, j'avais ma compagne, qui est aujourd'hui ma femme. Effectivement, il ne reste plus beaucoup de temps pour sortir, parce qu'en gros, on bosse du matin au soir, entre sa collaboration à plein temps, les dossiers perso.
on travaille beaucoup. Mais d'abord, on a l'âge pour le faire, et puis c'est le moment où il faut le faire, puisque c'est le moment où on construit vraiment son propre cabinet. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est à la trentaine à peu près, enfin 29-30 ans, donc j'avais à peu près 5 ans de collaboration à peu près, euh, on a décidé d'arrêter la collaboration avec mon patron, donc avec Jean Castelin, qui était mon patron, le managing partner de Grand Rue Avocat, enfin, qui s'appelle Herald maintenant. Et, euh, et c'était un peu tôt, mais en fait, quand j'ai regardé ce que je faisais avec ma clientèle perso, c'est à peu près, en termes de chiffre d'affaires, à peu près l'équivalent de ce que je faisais avec ma rétrocession d'honoraires à temps plein. Et je pense que c'est un bon indicateur quand on se dit est-ce que je suis prêt pour m'installer, est-ce que c'est le moment, parce qu'en fait on a toujours peur, on peut toujours se dire que c'est trop tôt pour se lancer, qu'il faut attendre d'avoir plus de clients, qu'il faut peut-être attendre d'avoir un projet peut-être plus structuré avec d'autres associés, qu'il faut peut-être voilà, prendre plus le temps, mais parfois la vie vous pousse un peu. Vous dites, attendez, ça y est, là, il y a un moment où il faut y aller parce que justement, on arrête de collaborer avec un cabinet, parce que dans sa vie, on le ressent. Et là, ça s'est passé un peu comme ça. Et donc, oui, j'ai pris ce risque et j'ai eu peur, forcément, ça m'a stressé. Je me suis dit, je vais gagner 2 fois moins que ce que je gagnais avant, sans la sécurité d'un cabinet. Je vais devoir en plus louer un bureau, trouver un endroit, alors que là, j'étais chaudement installé dans un cabinet qui me donnait tous les moyens de pouvoir m'exprimer. Et bien oui, mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Et je pense que c'est assez tôt qu'il faut pouvoir justement sortir d'une zone de confort pour pouvoir se dire, si je veux y aller, si mon projet c'est d'être entrepreneur et de créer mon cabinet et de m'associer, il faut le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et Et j'ai quand Mathieu, Oui, tu peux revenir un petit peu sur cette création de cabinet d'avocat-là. Donc là, tu nous bien expliques que sûr. tu as un chiffre d'affaires qui est à peu près égal à ta rétrocession annuelle et que tu Oui. décides de te lancer. Mais je pense que le cheminement, il est quand même un peu plus processé que ça. Et lorsque tu décides de te lancer et de créer ton cabinet, bah, nécessairement, tu as dû mettre des choses en place et tu as dû réfléchir à certaines choses. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler de tout ça? Disons que, oui, c'est ce que je te disais en quelques mots. C'est une construction de 5 ans. Depuis que j'ai prêté serment, et même encore avant, mais on va dire depuis que j'ai prêté serment, euh, je suis motivé d'un côté pour apprendre mon métier au sein des cabinets dans lesquels je suis, auprès des associés qui me forment. Donc, je suis très attentif à la formation. D'ailleurs, je dirais même plus la formation avocat que la formation juriste, parce que la formation juriste, j'ai fait deux Master 2, bon, j'ai travaillé, voilà, ça c'est à soi-même de se le cultiver, mais surtout de travailler l'avocat, le métier d'avocat, avec des patrons qui vous montrent comment est-ce qu'on plaide un dossier, comment est-ce qu'on se comporte avec des contradicteurs, avec des magistrats, avec les clients, surtout avec les clients pour comprendre comment justement on entame une relation client, comment est-ce qu'on garde un client, comment on va chercher un client. Donc tout ça, il faut regarder quelques anciens, quelques patrons qui, eux, ont réussi à le faire avant vous et à se dire comment ça marche. Et on essaie de le dupliquer soi-même et de créer des outils. Et ça a pris quelques années. Ça ne peut pas venir en 6 mois, évidemment. Ça ne peut pas s'improviser, en tout cas. On peut pas se lancer et créer son cabinet sans avoir prévu tout ça. Et donc, pendant toutes ces années de collaboration, je constituais mon petit réseau. Et je commençais. Alors, moi, par exemple, qui suis dans le domaine un peu de la culture, on va dire, de l'innovation, de la création. Par exemple, j'allais dans des festivals, j'allais sur des marchés liés à la culture. Donc, j'allais à Cannes, j'allais dans des endroits où on trouve des clients, où on rencontre des producteurs, où on rencontre des artistes. On sort beaucoup, mais alors, ça peut faire sourire, mais moi je sortais beaucoup, mais les sorties que je pouvais faire étaient très souvent liées à des gens qu'on me présentait ou à essayer de grenouiller, comme on dit, dans un environnement où, certes, ça peut être agréable d'aller au restaurant ou de boire un verre dans un bar, mais on sait qu'in fine, on va discuter avec un groupe de personnes ou des gens qui vont vous présenter des gens. Et à la fin, il ne faut jamais lâcher le fait qu'on ait une carte de visite, qu'on est capable de travailler, de réagir dans une discussion, de dire moi, je peux vous aider, je pourrais vous accompagner. Est-ce que vous avez quelqu'un? Il faut être très à l'affût et assez subtilement d'être capable de s'imposer dans un groupe comme celui qui est l'avocat en IP, comme pourrait être celui qui est l'avocat en corpo ou l'avocat en taxe ou l'avocat en droit social.
moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être dans mon environnement, dans mon écosystème, que très vite les gens m'identifient comme l'avocat propriété intellectuelle. Et de se dire, c'est Mathieu qu'on va appeler si j'ai une question de droit d'auteur, de droit des marques. Et ça s'est monté petit à petit et ça a fait qu'on a commencé à me confier des dossiers quand j'avais 26, 27, 28 ans. Et j'ai commencé à constituer cette base de clients. Je dirais que c'est une mécanique sur le long terme. Et sur le process, l'idée de génie, qui évidemment n'est pas de moi, mais qui a préexisté à mon exercice et que j'ai appris de patron, mais l'idée de génie vraiment, et qui s'applique dans mon domaine, mais qui je pense s'applique dans pas mal de domaines du droit, c'est de loquer les clients. Et loquer les clients, pour pouvoir avoir du récurrent, c'est les facturer à l'abonnement. C'est avoir en fait un rapport de travail avec des clients plutôt basé sur le conseil que sur le contentieux. Parce qu'évidemment, le problème du contentieux. Alors, il faut savoir faire les deux, évidemment. Moi, j'ai appris à faire les deux, j'ai travaillé les deux. Je me souviens qu'une fois, un tout premier patron m'avait dit tu te trompes, on ne peut pas être avocat et en conseil et en contentieux, ça n'existe pas. Moi, ça fait 15 ans que je fais les deux et aujourd'hui, j'ai un cabinet avec 7 collaborateurs. Je suis associé unique et j'ai un chiffre d'affaires qui doit être fait de 45% de contentieux et 55% de conseil. Mais je pense qu'il faut savoir faire les deux, travailler les deux. En plus, c'est deux méthodologies et deux approches qui sont assez complémentaires. Le contentieux, c'est important parce que c'est ce qui nous fait avocat et qui nous met dans la profession. Mais il faut aussi développer une activité de conseil, c'est-à-dire une capacité à faire des contrats, du dépôt de marque, du suivi client, un travail très collé au client, c'est-à-dire quasiment une sorte de hotline régulière, de pouvoir dire au client, appelle-moi pour un meeting, pour un rendez-vous, pour une consultation, pour tout ce qui peut faire l'accompagnement d'une petite entreprise. Et l'intérêt, c'est que du coup, c'est de se rendre relativement indispensable, si possible, assez vite. Et donc, du coup, de proposer à ses clients un système de facturation qui n'est pas un système de facturation à l'heure, qui n'est pas un système de facturation au forfait, mais à l'abonnement. C'est-à-dire, le client paye un montant par mois, ça peut être 500 euros ou 1000 euros ou 1500 euros par mois, et il a accès à vous en illimité. Alors, il faut bien jauger, évidemment, le travail que ça représente, parce qu'il ne faut pas que ce soit en déséquilibre d'un côté ou de l'autre. Donc, ça nécessite, avant d'avoir un peu travaillé, et puis de rééquilibrer. Et puis, les clients sont relativement de bonne foi là-dessus. Ils savent que si ça déborde, on rééquilibre. Mais le grand avantage, c'est que c'est un engagement sur 12 mois que vous avez du coup avec le client, enfin que le client a vis-à-vis de vous. C'est un engagement réciproque. Mais vous avez du coup un prévisionnel. C'est-à-dire que vous vous dites, avec ces clients-là, ces boîtes de production, j'ai la capacité, moi, je vais leur déployer effectivement de la consultation illimitée. Alors, il y a des mois qui vont être très chargés. Je réponds à une question sur le chat. Oui, il y a des mois où il va y avoir 20, 30 ou 40 heures de production. Donc, pour 1500 euros, ça ne va pas être forcément adapté. Mais il y a des mois où il n'y aura pas de production, notamment le mois d'août ou des mois qui sont plus creux. Et en fait, c'est un équilibre sur l'année. Et si vous regardez à la fin de l'année, en fait, vous vous rendez compte qu'au taux horaire, si vous faites un taux médian, vous arrivez, quand vous êtes, encore une fois, là je parle quand on est encore collaborateur et qu'on construit sa petite clientèle personnelle avant d'être associé, comme on n'a pas un taux très élevé quand on est collaborateur, qu'on a une clientèle personnelle, si on arrive à facturer ne serait-ce que 100 euros de l'heure, on est très rentable par rapport au coût qu'on a. On n'a pas de collaborateur soi-même, on n'a pas de stagiaire, les frais sont payés par le cabinet. Donc, si on arrive à vendre de la prestation autour de 100 euros de l'heure, on est gagnant. Et donc, ces forfaits, ces abonnements, je veux dire, sur la durée, commencent à constituer ce que moi j'appellerais un fonds de commerce de l'avocat, du jeune avocat. C'est-à-dire que en loquant ces abonnements, donc il faut signer des conventions d'honoraires à l'abonnement, ce qui existe, c'est un format qui existe, qui est pratiqué depuis longtemps. Vous en avez un, deux, trois, et vous vous rendez compte que vous faites tous les mois, systématiquement en fait, 2000, 3000, 4000 euros par mois. Et là, ça devient intéressant parce que c'est 50 000 euros par an, si vous le regardez comme un business plan sur l'année. Et là, je ne parle pas de toutes les missions d'autres clients qui sont des missions individuelles, ponctuelles, les contentieux. Et donc, vous commencez à avoir une sorte d'arborescence d'intervention. Vous avez des clients à l'abonnement, donc ça, j'appelle ça les clients premium, ceux qui vous font confiance à l'année, qu'il faut d'ailleurs traiter comme des clients premium, c'est-à-dire qu'il faut eux, ce qu'ils payent, c'est ça. S'ils payent votre disponibilité, votre capacité à leur répondre dans la journée, ça fait partie du deal, ça fait partie de la convention.
Sachant qu'en plus, ces clients-là vont vous confier très probablement leur contentieux. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez loqués en conseil, vous avez une convention d'abonnement en conseil, que vous connaissez la boîte, vous connaissez l'entrepreneur. Souvent, votre client, c'est le patron, c'est l'entrepreneur. C'est avec lui que vous discutez toute la journée. Et ben, au bout de 6 mois, s'il a un contentieux, il va venir vous le conseiller, vous le confier. S'il a des besoins dans d'autres domaines du droit, il va venir vous voir. Ce qui fait que vous devenez un peu son directeur juridique externalisé. Vous êtes le point d'entrée du juridique et du judiciaire dans l'entreprise. Alors, vous n'allez pas traiter ce que vous ne savez pas faire, mais c'est là où vous commencez à faire monter des copains en droit du travail ou en corporate, et eux-mêmes, d'ailleurs, vont faire la même chose. Parce que dans le développement de clientèle, les premiers interlocuteurs qu'il faut aller voir, ce sont les avocats, les confrères, c'est-à-dire nous-mêmes. Le premier apporteur d'affaires d'un cabinet d'avocats, c'est le barreau de Paris. Ça n'a pas été très bien compris par les étudiants en droit. C'est-à-dire que, je le dis, il faut constituer son réseau d'avocats, son réseau de copains, de connaissances, depuis la fac, depuis la première année de droit, jusqu'à l'école du barreau. Il faut avoir un groupe. Il y a un groupe large, que ce soit dans le monde sportif, si on fait une activité sportive au barreau, si on a une activité plus liée aux associations, aux syndicats, aux organisations qui existent, aux événements qu'on peut faire, aux juniors entreprises, enfin bref, tout ce qui peut exister dans une fac ou dans une école de commerce quand on est passé par un double cursus ou autre, il faut constituer une base de confrères et qui font, si possible, des matières différentes. Parce qu'une fois qu'on est en collaboration ou même en association, il faut avoir ce réseau de network, de best friends, comme je dis, qui sont autant de maillons et de ramifications qui vous permettent de faire de l'échange de clients dès lors que vous avez créé de la confiance sur la qualité et la compétence des confrères à qui vous faites appel. Parce que vous, quand vous êtes dans cette situation que je viens de vous dépeindre, c'est-à-dire vous avez des clients qui deviennent des clients importants, en tout cas importants en termes de volume, et qui viennent vous solliciter en disant « Moi, j'aimerais bien que tu me présentes un avocat en corporate ou en droit fiscal », il faut pouvoir trouver quelqu'un, mais il faut être aussi pragmatique. Il faut que ça puisse être un donnant-donnant avec le camarade qui lui-même va dire bah, « Ok, bah moi, je te référence en IP, je fais du corporate, et là, on va commencer à faire des échanges clients. » Et on peut très bien créer des abonnements avec des clients qui appartiennent à d'autres avocats. Quand je dis appartiennent, qui sont référencés en tout cas par d'autres avocats, puisque la méthodologie est exactement la même. Donc, pensez à cette notion d'abonnement, de fidélisation. C'est quelque chose qui est essentiel parce que la grande angoisse de l'avocat, mais ça on l'a et on l'aura toujours, c'est de se dire je ne vois pas très bien le chiffre d'affaires que je vais faire dans 3 mois. C'est quelque chose que moi j'ai dit quand je me suis installé en 2010 et en 2020, en ayant multiplié par 10 mon chiffre d'affaires, je me dis encore peut-être la même chose. Mais une manière de se rassurer et d'avoir une approche plus pragmatique, ce qui permet de prendre des risques, ce qui permet de prendre des locaux, ce qui permet de recruter des collaborateurs, etc., c'est d'avoir un minimum garanti. Et ce minimum garanti, il se constitue avec ces fameuses conventions d'abonnement avec un certain nombre de clients qui se sont engagés avec votre cabinet pendant 6 mois ou un an, mais c'est plutôt des abonnements annuels. Moi, j'en ai aujourd'hui des abonnements annuels que j'ai constitués en 2010, donc ça fait 10 ans. Le client est toujours là et il fait toujours appel à moi. Là, je pense à un producteur de cinéma, par exemple, qui paye le même montant à mon cabinet depuis 10 ans. Et je lui fais tous ses contrats de coproduction, tous les montages de films dont il a besoin. Il n'a pas besoin de beaucoup, il en fait 3 à 4 par an, mais je m'occupe de tout son juridique IP depuis 10 ans. Bah, quand vous réfléchissez, c'est 1 000 euros par an, donc ça fait 12 000 euros, ça fait 120 000 euros sur 10 ans. Voilà, c'est un client, et c'est un petit client. Donc, et ça, je l'avais quand j'étais collaborateur. Et donc, quand on est collaborateur et qu'on est sur le point de s'installer, bah, effectivement, on ne peut pas se contenter de dire j'ai 30 ans, je veux m'installer, je le sens bien. Non, non, il faut regarder les choses de manière très claire, sortir tous ses clients perso un à un, regarder ceux avec qui j'ai un abonnement, voir déjà le chiffre d'affaires consolidé depuis un an à titre personnel, voir celui que je peux faire l'année prochaine. Donc moi, c'est vrai que j'avais déjà une projection que je pouvais faire avec mes abonnements. Je savais que j'avais déjà sous le coude à peu près 50, 60 000 euros. Donc on se dit, bon, c'est pas énorme, mais c'est pas mal, ça me permet de m'installer, je peux prendre un petit bureau. Bon, c'était il y a 10 ans, donc les chiffres augmentent un petit peu, mais même aujourd'hui, je pense que ça permet, si on sait qu'on a déjà ça
en facturation possible et qu'on n'a même pas encore rentré de nouveaux dossiers et qu'on est en début d'année, par exemple là c'était au mois de janvier, on sait déjà qu'on a fait, entre guillemets, 50 000 euros, évidemment, si aucun abonnement n'a été dénoncé, si tout se passe bien. C'est déjà fait. Donc ça, l'air de rien, ça paye déjà un bureau, s'il faut payer 1 000 euros par mois, par exemple, dans un cabinet pour pouvoir s'installer, si on commence tout seul, ça paye les charges, ça paye les impôts, ça paye tout. Et là, effectivement, et même un minimum du minimum qu'on peut se payer soi-même pour commencer. Et on n'a pas rentré un seul nouveau dossier. Alors qu'effectivement, il y a une science exacte en installation, puis il y a une science inexacte. La science exacte, c'est celle-ci, c'est faire un tableau avec ses recettes attendues, celles qu'on a déjà générées par ses propres clients, avec le récurrent, avec les abonnements, avec un taux de rebond des clients qu'on a déjà eux. Bon, ça se modélise. On arrive à se dire, grosso modo, j'ai dans le pipe pour l'année qui vient, pour ma fameuse première année d'installation, qui est une année exceptionnelle, j'ai, voilà, grosso modo 60 cas possibles. Mais on ne peut pas aller vraiment au-delà de ça sur le rationnel. Mais il y a le facteur irrationnel, la science inexacte, et elle existe. Ça s'appelle l'appel d'air. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'en s'installant, on renonce à sa collaboration à plein temps. Cette collaboration à plein temps, elle nous payait bien 4, 5, 6, 7 000 euros par mois, mais elle nous prenait 140, 150, 160, 170 heures par mois. Et ces heures-là, on n'a plus à les faire. Et ces heures-là, pendant ce temps-là, on va traiter sa clientèle perso, mais on va aussi mettre en place, déployer des outils de développement divers et variés pour pouvoir capter des nouveaux clients et prendre des nouveaux dossiers. Et cet appel d'air, il existe. Et cet appel d'air, en fait, s'il devait être évalué scientifiquement, moi je l'ai un peu vécu, il représente entre 25 et 50% du chiffre d'affaires. J'ai comparé pas mal de mes copains qui sont installés un peu comme moi, qui sont un peu avant, un peu après, on a beaucoup discuté. Dès lors que les choses sont faites avec un peu de sérieux et qu'on ne part pas avec 0 client, mais qu'on a un peu anticipé les choses, qu'on a déjà des clients, qu'on a ces fameux abonnements, qu'on a des dossiers sous le coude, c'est à peu près ce que ça représente. Et donc, du coup, plutôt que de faire 50 ou 60 cas, vous allez quasiment faire 100 cas pour une première année. Donc 80, enfin moi, je crois que j'avais dû faire 80, 85 cas la première année. Tout seul. C'est sans collaboration, c'est avec les dossiers que vous apportent certains copains, certains confrères, vos clients que vous développez vous-même, vous enseignez. Après, il faut multiplier les actions de captation de clients et de captation de chiffre d'affaires. Et à la fin de l'année, vous vous êtes rendu compte que vous avez, pas quasi doublé, mais fait 30 ou 40% de plus. Et pour le coup, l'année est plutôt rentable. Et là, sur la première année, qui est la plus flippante, la plus stressante, vous vous rendez compte que vous avez déjà réussi presque à dégager une marge. Et moi, je me souviens que la première année, à la fin de la première année, j'ai même embauché un stagiaire parce que je commençais à être complètement full en production. J'étais à plein temps, ça y est, pour ma propre activité, ce qui veut bien dire qu'il fallait que je m'installe aussi. C'est quand même un bon indicateur. Quand vous vous êtes installé et que vous aviez une collab à plein temps et que 6 mois après ou 8 mois après, vous bossez à plein temps pour vous, c'est que fatalement, vous étiez sur un système un peu d'implosion ou de bouillonnement. Et donc, c'était le bon moment. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'imploser soi-même, ce qui peut avoir pour conséquence de renoncer à des clients perso pour rester au profit du cabinet dans lequel on est collaborateur. Et puis comme ça, on reste collaborateur toute sa vie. Il y a 40 ans, on se réveille. Mais s'installer à 40 ans, c'est plus dur que s'installer à 30 ans. Parce qu'on n'a pas les mêmes charges de famille, on n'a pas la même vivacité, on n'a pas la même capacité de travail. Donc, il faut mieux sentir un moment où on a ces fameuses 4-5 années, parce que j'estime qu'il faut avoir 3, 4, 5 années de formation dans des cabinets, car le métier s'apprend, le métier d'artisan qui s'apprend avec des patrons, des super patrons. Pas tant super parce que ce sont des boss brillants en termes techniques, mais super parce que super bienveillants, super pédagogues, qui vont vous apprendre la déontologie, qui vont vous apprendre justement tous ces outils qu'on va construire soi-même et que moi aujourd'hui, j'essaie de transmettre à mes collaborateurs aujourd'hui, savoir développer un client, la relation client, la relation confrère, etc. Et donc tout ça doit s'apprendre et doit se façonner. Et quand on est prêt et quand on les a acquis, il ne faut pas 10 ans non plus. Il faut pouvoir se lancer parce qu'il faut pouvoir devenir son propre associé, son propre patron, parce qu'ensuite le chemin est encore long. Moi, ça fait 10 ans que j'ai créé mon cabinet.
J'ai 40 ans, mais c'est vrai que je suis encore dans une phase de croissance où maintenant j'ai pas mal de collaborateurs, j'ai pas mal de clients, mais il faut continuer. Je me suis associé, je me suis désassocié, j'essaie de voir si on va rentrer ou pas dans un grand cabinet, si on reste tout seul. Et puis ces questions, on les a de manière perpétuelle. Et puis on perd des clients. Il y a des clients qui s'en vont, il y a des nouveaux clients qui arrivent. Donc tout ça, il faut le préparer tout en essayant de rester encore jeune au moment où il peut se passer des choses importantes, c'est-à-dire capter des méga clients, d'avoir des opportunités qu'on doit pouvoir saisir. Donc tout ça, ça se prépare. Voilà, Valentin, je suis un peu long. Yes, Je vais non, non, peut-être aucun souci, monsieur. je vais peut-être te laisser poser quelques questions. Non, non, il n'y a pas de souci. Je sais que les avocats parlent beaucoup et c'est un grand plaisir de t'entendre en plus parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, j'avais une question tout à l'heure. Tu nous parlais de plusieurs canaux d'acquisition qui étaient notamment la prescription, donc auprès d'autres avocats que tu faisais monter et que tu appelles tes best friends, auprès des événements culturels dans lesquels tu allais pour te positionner comme l'avocat en IPIT et également de la formation que tu mettais en place. Aujourd'hui, c'est quoi tes canaux d'acquisition et est-ce que tu arrives à les mesurer? Oui, bien sûr. Euh, Cannes, c'est le festival. Ça fait toujours rire quand on en parle. C'est un marché d'abord, avant tout. C'est le premier marché du film, c'est-à-dire de la production, de la distribution et de l'économie. Donc, moi, chaque année, comme j'ai une spécialité en droit du cinéma, j'allais à Cannes. Et c'était pas du tout. Enfin, le côté plaisir, il existe, mais c'était pas forcément un plaisir parce que d'abord, j'avais pas beaucoup de moyens. Donc, quand on est tout jeune avocat et qu'on doit aller au Festival de Cannes au mois de mai en semaine, c'est pas forcément évident. Il faut trouver un appart à louer, ça coûte cher, tout coûte cher. Mais on y va et en fait, oui, on passe sa journée à essayer de faire des rendez-vous, à essayer de se faire recommander par d'autres producteurs, par d'autres clients. On fait pas mal de rendez-vous. Et puis effectivement, il y a les fameuses soirées cannoises où on a l'occasion de retrouver d'ailleurs d'autres copains qui sont avocats et qu'on retrouve sur des soirées ou des clients. Et on se couche tard et on se lève tôt. Et effectivement, ça dure, on n'y reste que 3 ou 4 jours parce que sinon on devient dingue et on perd 2 ans de vie. Mais je suis toujours rentré avec des dossiers. Toujours. Systématiquement. Et j'ai fait à peu près une dizaine d'années. De 2004 à 2014, 2015, j'ai arrêté depuis que ma fille est née, et puis aussi parce que mon activité s'est développée de différentes manières. Mais ça, c'est typiquement l'exemple que j'ai fait jeune avocat. À chaque fois que j'y allais, je rentrais avec des dossiers. Donc, j'amortissais complètement mon déplacement, évidemment, et je générais systématiquement des nouveaux contacts clients ou certains clients que je retrouvais qui me confiaient des nouveaux dossiers parce que eux, pendant ce marché-là, ils travaillent toute la journée, ils font des deals. Tout le monde du cinéma se voit à un seul endroit, à un instant T. Donc, toutes les transactions, les deals, enfin, il y a un effort de deal qui se fait à ce moment-là. Donc, les conseils, les supports doivent être là. Donc les avocats sont là, notamment les agents, les conseils, les experts comptables, enfin bref, tout le monde est là pour pouvoir accompagner les clients. Donc c'est un exemple, ça dépend de son secteur d'activité. Il y a des marchés en immobilier, il y a des marchés en taxes, voilà. Mais en IP, il y a des endroits où il faut être. Il faut être pour pouvoir être en relation avec sa clientèle. C'est un exemple. Je fais aussi de l'enseignement depuis plus de 10 ans, j'ai l'occasion d'enseigner dans des écoles de commerce ou des écoles de communication publicité, encore aujourd'hui. J'ai même plusieurs collaborateurs que je place dans ces écoles et c'est d'ailleurs ces cours qui sont faits sont dans le cadre de la collaboration. Mais c'est intéressant parce que passé un certain temps, les élèves deviennent des entrepreneurs et ces entrepreneurs gardent, j'espère, un bon souvenir de leurs profs. Et donc, ça fait qu'on a chaque année 3, 4, 5 clients qui sont des rebonds d'enseignement. Alors, évidemment, pas au moment où on leur enseigne, parce qu'ils sont trop jeunes, mais 2, 3 ans plus tard, ils viennent vous revoir. Donc, enseigner, et enseigner notamment dans un écosystème commerce, communication, publicité, pour un avocat comme moi, évidemment, parce qu'enseigner à la fac, ça a moins d'intérêt en termes de développement. Ça a un intérêt pour pouvoir éventuellement recruter des nouveaux collaborateurs, créer un maillage de juristes. Mais enseigner le droit dans des écoles de commerce, ça c'est intelligent, je pense, pour son développement, puisqu'on est en confrontation directe avec des futurs entrepreneurs ou des futurs salariés, mais qui vont vous solliciter pour vous demander d'intervenir pour leur entreprise, pour celle avec laquelle ils travaillent. Donc ça, c'est un canal important. L'enseignement, la diffusion de contenu, d'informations, c'est important en tant qu'avocat. Enchaînement, la diffusion de contenu, c'est aussi sa présence sur le net, c'est-à-dire avoir
avoir un site internet digne de ce nom, écrire. Bon, moi, pendant des années, j'ai eu un blog dans un journal, le Plus, sur l'Obs, où j'écrivais un article quasiment toutes les semaines sur la vulgarisation du droit et notamment de l'IP, du droit des médias. J'en ai fait près de 80, avec parfois certains articles qui faisaient 10 000, voire 100 000, voire 200 000 vues pour certains, parce qu'il y avait la force du site de l'Obs qui relayait ces articles. Ça, il faut trouver ça. Alors ça, faut écrire soi-même, il faut rencontrer parfois des journalistes, rencontrer des gens, je parle de mon secteur, qui vont dire, tiens, c'est intéressant de publier cet article-là. C'est intéressant qu'un avocat sache parler de son domaine, de son activité de manière un peu vulgarisée, comme s'il se mettait à la place du client. C'est quelque chose qu'on sait plus faire aujourd'hui, mais qu'on ne savait pas vraiment faire il y a encore 10 ans, parce qu'on a une patte, une plume en tant qu'avocat, qui n'est pas forcément très audible, très claire, très, très simple du côté du client, du côté du lecteur. Et donc ça, les médias pourtant sont friands de ça, parce qu'ils savent qu'on a une technique, et que cette technique du droit et de la pratique judiciaire, elle doit être au service de tous, et donc à nous les avocats de nous rendre accessibles. Et quand vous l'êtes, vous serez lus, parce que les gens adorent lire du droit et comprendre comment ça marche. Donc ça, il faut le faire parce que ça vous permet d'avoir à vous de vous exprimer en tant qu'avocat sur votre capacité à rédiger, à vous exprimer, et ensuite vous allez être publié. Et cette publication, elle va générer du trafic, ça s'appelle du SEO, c'est-à-dire elle va vous permettre de vous référencer, vous, avec votre nom, puisque vous serez crédité sur des bases de données, que ce soit Google ou autre, sur les moteurs de recherche. Et donc, si en plus vous adossez à ça un site internet sur lequel vous écrivez, ou un blog, ou tout type de canaux digitaux sur lesquels vous écrivez, si on tape propriété intellectuelle, média Mathieu Davy, je vais remonter assez vite, ou mon cabinet Auria Média va monter assez vite. Et donc, ça va vous permettre de faire du référencement et d'apparaître. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, 90% des internautes, des clients de moins de 30 ans, on va dire, la génération millennials, ne vont que sur Internet pour trouver un avocat ou une solution juridique. Donc, il faut être sur Internet. Donc, les avocats doivent naturellement avoir trouvé une manière d'être identifiés ou d'être référencés sur le net. Est-ce que c'est via leur cabinet d'avocats? Est-ce que c'est via un compte Twitter très puissant ou un compte LinkedIn très puissant? Est-ce que c'est via des plateformes sur lesquelles ils sont? Voilà, nous aussi, c'est pour ça qu'on a créé Call the Lawyer. Une autre manière de référencer les avocats et de les mettre en avant et de les faire écrire du contenu. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet d'avoir une captation plus directe. On n'est plus dans la relation de je te présente un avocat. On n'est plus dans la recommandation à l'ancienne que moi j'ai connue et qui a fait beaucoup développer ma clientèle. C'est-à-dire un avocat me présente un client ou un client me présente un client, ou un ami me présente un client. Ce mode existera toujours, il est fondamental, il est basé sur la confiance, c'est le premier cercle. Mais on en arrive aujourd'hui à une économie digitale où naturellement il faut tout de suite viser le second cercle, qui est un cercle où on ne connaît pas la personne qui vous recommande ou qui vient vous voir, mais qui le fait par le truchement des canaux de diffusion, donc de l'information juridique qu'on va transmettre, de sa visibilité sur le net. Et ça y est, celle-ci, elle fonctionne, et elle fonctionne beaucoup. Nous, maintenant, au cabinet, on reçoit des demandes directement via notre système d'inscription sur notre site. On a un formulaire et on a une fois par semaine au moins une demande de dépôt de marque, de contrat. Tout ne va pas forcément être transformé parce que c'est des demandes de devis, parce qu'il y a du benchmarking et c'est bien normal. Parfois, c'est des choses que nous, on n'a pas envie de prendre. Mais en tout cas, on va recevoir directement des demandes. Donc ça, c'est quand même assez génial parce qu'il y a juste pas à bouger de son siège et de son ordinateur et on reçoit un mail de quelqu'un qui dit j'ai lu votre article ou j'ai été sur votre site internet et j'ai un dossier à vous confier. C'est quand même la voie la plus rapide plutôt que de faire un déjeuner avec un client, puis avec un ami, puis passer une heure au téléphone. Enfin bon, l'ancien monde est top parce que c'est un peu le monde de l'intuitu personnel, de la relation et de labourer un peu sa clientèle. Mais ça prend aussi du temps. Cette version plus moderne de l'accès client, du développement client, d'un côté, on n'arrive pas tellement à savoir comment est-ce qu'elle arrive. Enfin, en tout cas, c'est plus difficile de jauger son efficacité en sachant qu'il faut déployer telle ou telle action de réseaux sociaux, d'écriture, de blogging, de présence sur le net, de mise en place d'un site internet efficace. Mais quand ça tombe, ça tombe. Et ce qui est sûr, c'est que ça arrive et qu'après, vous devenez quelqu'un qui est référencé. Donc, il y a un flux qui va se concentrer. Et en plus, il y a une tendance un peu à la croissance, un peu exponentielle du phénomène. C'est-à-dire que plus ça marche, plus ça marche.
C'est les grandes règles universelles du digital. Mais c'est vrai qu'il y a une concentration après qui se met en votre faveur. Donc ça, évidemment, il faut savoir écrire. Moi, j'ai un confrère qui fait du droit social. Il écrit un article par jour. Un article par jour de jurisprudence sur du prud'homme. Et 95% de sa clientèle ne vient à lui que par son blog. 95% quand même. Donc, faut quand même se rendre compte. Et il a plusieurs collaborateurs. Donc, c'est l'exemple type de l'avocat digital. Voilà, c'est de l'avocat qui est connecté, dont le cabinet est connecté au digital, c'est-à-dire que 95% de la clientèle, c'est des internautes qui lisent ses articles, qui sont abonnés à son blog, à sa newsletter, et qui donc vont ensuite donner son nom. Et son nom est devenu une référence en droit du travail pour tous les salariés, côté salarié en tout cas, pour intenter un prud'homme, une action prud'homale contre leur employeur. Donc ça aussi, il faut le mettre en place, et il faut le mettre en place assez tôt, dès qu'on s'installe. Il faut retravailler ses réseaux sociaux. Par exemple, bon, le compte LinkedIn est un compte qu'il faut savoir utiliser de manière professionnelle, mais Facebook aussi. Il y a une mauvaise idée. Je trouve qu'il y a une perte de temps des confrères. Au début, c'est rigolo quand on a 28 ans avec son compte Facebook, on met ses vacances, les restaurants où on va manger et deux, trois jeux de mots rigolos. Il faut arrêter ça. Facebook, il faut en faire un compte professionnel. Moi, j'ai capté énormément de clients par Facebook, mais je ne poste quasiment plus que du contenu professionnel. Je poste du contenu autour de mon cabinet, autour de Colo Lawyer, donc cette start-up que j'ai créée, autour d'Avotech, que j'ai créé également, l'association des avocats créateurs de LegalTech, des conférences que je fais, des cours que je donne, des publications que je peux faire. Alors, c'est sûr que ça fait un compte qui est moins sympa que ce que peut être Facebook quand on a 25 ans. Enfin, maintenant, j'en ai plus de 40. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une visibilité professionnelle. En plus, d'ailleurs, ça nous protège un peu de notre vie privée. Il y a d'autres moyens de communiquer sur sa vie privée, d'autres outils, mais Facebook est très puissant sur le matching. Et donc, quand on a 2000 amis, il est certain qu'à force de répéter toute la journée qu'on fait de la propriété intellectuelle, qu'on est spécialisé en droit des marques, en droit d'auteur, en nouvelles technologies, en digital, etc., il y a quelqu'un, un avocat, ou un client, ou un ami, qui va vous faire un message direct, un messenger, en disant est-ce que ça t'intéresse de monter sur tel dossier. Et donc, je capte par Facebook ou LinkedIn, pareil, 10, 15, 20 dossiers par an, enfin, je ne pourrais même pas jauger. Et donc, mais pour ça, il faut changer son compte. Il faut changer les photos, il faut changer la présentation, il faut le refaire, il faut le retravailler un petit peu. Donc voilà, tout ça, c'est des efforts et des choses qu'il faut avoir en tête pour pouvoir optimiser cette capacité de développement, que ce soit le développement direct ou le développement indirect. Ok, très clair. Alors, moi, j'aurais deux, trois trucs à ajouter, parce que peut-être que les auditeurs qui nous entendent, ils se demandent comment tu arrives à avoir trois journées en une seule, parce que du coup, tu fais de la formation, tu es allé au Festival de Cannes, tu fais du référencement à assez haute dose, tu travailles des réseaux sociaux. Et donc, du coup, c'est extrêmement complexe de pouvoir faire tout ça à la fois lorsqu'on a une activité d'avocat qui est déjà extrêmement prégnante, avec un agenda qui est extrêmement chargé. Moi, du coup, ce que nous, on a vu pendant qu'on travaillait et qu'on accompagne les avocats, c'est qu'avant de faire tout ça, il faut vraiment penser sa stratégie. C'est qui sont vos clients, quels sont leurs besoins et où est-ce qu'ils ont un problème, à quel moment ils ont un problème. Par exemple, on discutait avec un avocat qui est, lui, spécialisé également en IP-IT et il nous expliquait que lui, en gros, il faisait un podcast et c'était grâce à son podcast qu'il drainait un maximum de clients. Donc, dans ce cas-là, en fait, pas besoin de faire un blog, pas besoin d'aller à différents événements. Si son chiffre d'affaires est apporté par son podcast et qu'il veut faire plus avec ce podcast, il faut le développer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un canal d'acquisition qui fonctionne bien plutôt que quatre canaux qui vous prennent énormément de temps et qui vacillent chacun de leur côté. Donc ça, c'était la première chose. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathieu, mais en Bien tout cas, sûr. c'est la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle je suis extrêmement d'accord avec Mathieu, moi, du coup, j'ai beaucoup plus le côté marketing que le côté juridique par rapport à ça. Mais déjà, il vous faut, on dit en marketing, et c'est une règle qui est vraie, qui a été testée de façon neurologique, qu'il faut 7 points de contact avec son client avant Ouais. qu'il vienne vous voir et qu'il vous contacte. Donc, si vous arrivez à le toucher via Facebook, via LinkedIn, via une newsletter, via un article de blog, via une conférence que vous avez faite ou qu'ils entendent parler de vous, vous avez fait vos 7 points de contact. Et donc là, vous avez 30% de chance que le client vienne vous voir, pas forcément pour signer, mais au moins vienne vous voir. Et la deuxième chose par rapport à Facebook versus LinkedIn, c'est que Facebook est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que LinkedIn.
C'est-à-dire que là, on parlait de référencement gratuit et de travail gratuit sur ces réseaux sociaux, mais de temps à autre, vous avez peut-être envie de pousser une action que vous allez faire ou de pousser une conférence ou de pousser une spécialité. Et le coût par clic sur Facebook est 6 fois moins cher que sur LinkedIn. Ce qui signifie que, par exemple, sur LinkedIn, pour avoir les coordonnées d'un potentiel client, ça va vous coûter en moyenne 30 euros. Alors que sur Facebook, ça va vous coûter 5 euros. Et ça, c'est extrêmement important, notamment quand vous voulez faire un petit peu de masse par rapport à l'acquisition, parce que derrière, vous allez avoir des retombées qui vont être beaucoup plus importantes sur Facebook que sur LinkedIn pour le même budget employé. Et donc, je rejoins totalement Mathieu par rapport à ça. Mathieu, il nous reste assez peu de temps suite à mes 2 réflexions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le développement Tu as une dizaine de minutes pour nous expliquer le développement. Comment tu es passé de 1 stagiaire à la fin de ta première année à 7 collaborateurs en 10 ans? C'est un peu large. Eh oui, non, ben ça c'est le parcours d'une petite vie, hein, même si ça, j'espère que ça va continuer. Mais effectivement, c'est la conséquence de ce que je vous disais. Dès lors que j'avais mis en place ce processus d'abonnement avec les clients et que ça y est, les dossiers commençaient à rentrer, j'ai commencé moi à être full-time. Mais surtout, j'ai compris, et ça je l'ai appris d'associés que j'avais rencontrés plus tôt dans ma carrière, qu'il faut toujours avoir du temps. Il faut jamais être submergé soi-même en tant qu'associé, en tant que patron d'un cabinet, parce que ça bloque son propre développement. C'est-à-dire que dès que vous commencez à être un peu full-time, il faut prendre le risque de recruter. Donc on commence avec un stagiaire, évidemment, puis 2, et puis on va prendre son premier collaborateur. Et il faut toujours que la mécanique soit une mécanique de délégation et de garder toujours au moins 30% de son temps, ce qui est beaucoup, hein, pour pouvoir gérer le cabinet et le développer. Si vous utilisez 100% de votre temps en tant qu'associé unique, en tant qu'avocat indépendant, là je parle, une fois que vous êtes installé, que pour traiter, que pour faire de la production, d'abord la production, ça use, ça fatigue, et vous n'avez plus de temps du tout pour vous occuper du développement du cabinet, de sa stratégie, de sa gestion. Et ça aussi, ça prend du temps et ça peut aussi fatiguer. Ça commence par des choses très simples, hein. Faire sa facturation, faire un peu de prospection, euh, s'occuper d'acheter des choses pour le cabinet, faire des choses même parfois très, très basiques, mais qui font partie, là, pour le coup, de l'entreprise. C'est-à-dire que je suis un chef d'entreprise, je ne suis pas simplement qu'un avocat. Donc, pour ça, le travail arrivant et la charge de travail arrivant, il faut se mettre dans l'obligation de déléguer, donc de recruter. C'est 2 mots qui sont assez compliqués pour l'avocat, assez contre nature, qu'on ne nous apprend pas, hein, quand on ne fait pas d'école de commerce. Déléguer. Déléguer, ça ne s'apprend pas. Beaucoup d'avocats n'arrivent pas. Ça les étouffe, ça les fait paniquer que de transmettre un dossier qu'ils viennent d'avoir. Souvent, quand on est jeune installé, on est justement dans une phase où on vient de construire une relation de confiance avec un client et on se retrouve dans la situation de faire confiance à un jeune avocat, encore plus jeune que soi, ou un stagiaire, et lui confier une tâche. Pourtant, c'est la mécanique universelle de ce métier, mais beaucoup d'avocats ont du mal. Ils ont du mal à déléguer, ils transmettent que des tâches extrêmement simples, ils n'osent pas véritablement transmettre véritablement. Une vraie délégation, c'est transmettre le client, transmettre le dossier. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Déléguer pour développer. Développer pour administrer son cabinet, qui est un autre élément qui n'est pas forcément totalement compris par l'avocat. Et c'est vrai qu'à l'école du barreau, on n'est pas formé non plus à ça. C'est être un chef d'entreprise. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder son cabinet que comme une entité où on va être seul avec, par exemple, un collab pendant 15 ans. Ça ne peut pas être une ambition de développement parce que ça part du principe qu'on va faire à peu près chaque année la même chose et qu'il ne va pas y avoir de progression, de croissance, de développement, d'opportunités, qu'on n'est pas forcément capable d'absorber des vagues de dossiers, qu'on n'est pas forcément capable aussi de développer son expertise. Parce qu'il faut savoir que son expertise, on la développe aussi et pendant qu'on est avocat, pas simplement une fois qu'on a prêté serment. Moi, je sais que, par exemple, je suis un avocat IP-IT, mais dans l'IP et dans l'IT, il y a des choses que je faisais moins et que je fais beaucoup plus aujourd'hui. Par exemple, les données personnelles, je n'ai pas commencé avec le RGPD, mais j'en faisais très peu quand j'avais 25 ans et j'en ai fait plus quand j'ai eu 30 ou 35 ans, quand j'étais associé, parce que c'est un droit qui m'a passionné, parce qu'il y avait aussi une demande. Il faut être capable aussi parfois d'avoir cette élasticité de répondre à une demande, comme le droit des marques.
qui n'est pas très complexe, que j'avais appris en cabinet, mais que j'ai développé, et qui fait qu'aujourd'hui, dans mon cabinet, j'ai plusieurs portefeuilles de marques mondiales. Et j'ai même des collaborateurs qui ne font que ça. Donc, il faut bien les former. Donc, on apprend aussi. Donc, il faut avoir cette notion de délégation et d'entrepreneuriat. C'est les deux mots d'ordre que doit avoir l'avocat. Et donc, ça veut dire que je dois absolument prendre ce risque d'embaucher. Voilà. Et c'est un peu dur parce qu'on dit je commence à avoir un petit peu d'argent, un peu de stabilité, et tout de suite, je me remets au risque. Ben oui, mais c'est ça l'avocat. L'avocat, c'est parce que justement, je commence à avoir un peu de clients, un peu de visibilité, c'est maintenant que je vais reprendre un risque, c'est-à-dire embaucher un collaborateur. Et dès que ce collaborateur est à plein temps et qu'il est full-time, j'en embauche un deuxième. Alors, ça ne prend pas 2 jours, ça prend 1 an, 2 ans. Mais le début de croissance d'un cabinet, c'est un peu ça. Et effectivement, moi, mon évolution donne un peu l'impression que j'ai recruté grosso modo un collaborateur par an ou tous les 2 ans. Ça dépend des vagues. De plus, voilà, certains sont partis, la plupart sont restés. Mais grosso modo, ça donne un peu cette image-là. Ça dépend. Il y a une année qui sera relativement stable. Et puis l'année d'après, vous allez doubler votre chiffre d'affaires. Si vous doublez votre chiffre d'affaires, ça veut dire 2 choses. C'est soit parce que vous avez recruté, et que donc forcément il y a un effet de cumulation de puissance de production qui fait forcément que vous allez plus facturer parce que vous avez plus de clients. Ou alors ça veut dire, à l'inverse, que vous êtes en sur-régime, que vous êtes dans la zone rouge et que là il faut recruter. Tout état de cause, c'est à vous d'analyser vos chiffres, d'analyser les temps que vous y passez, mais vous, à titre personnel, en tant qu'associé, le seul objectif que vous allez avoir, c'est de vous dire, je dois toujours avoir ces fameux 30% de temps de gestion devant moi qui ne soit pas consacré à la production. 70% pour gérer mes propres dossiers, qui deviennent d'ailleurs très souvent du temps de relecture, c'est-à-dire ça devient de plus en plus de la production avec ses collaborateurs, de la relecture de conclusions, de contrats, de la stratégie client. Ça devient ça petit à petit, ce qui est d'ailleurs, je trouve, un travail beaucoup plus intellectuellement stimulant quand on a déjà 10 ans de barreau, par exemple, et qu'on a sa patine. On préfère pivoter vers un travail de pur conseil que de continuer à faire le 75e jeu de conclusion en droit des marques qu'on a déjà fait. Là, le but du jeu, c'est d'arriver à un niveau où on pilote ses collaborateurs. Ça, c'est la partie production. On pilote le travail de ses collaborateurs et de ses stagiaires. Et les 30% restants, on pilote le cabinet. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on continue à faire ce travail de prospection, d'entretien des clients, de mise en place des canaux d'acquisition client, etc., etc. Et c'est ce qui permet de faire l'équilibre. Alors, il y a des années, effectivement, avoir plusieurs collaborateurs, ça fait peur, parce qu'on se dit, chaque premier du mois, il faut que je sorte tant de chiffre d'affaires pour payer tout le monde. Le loyer, des locaux qui viennent de plus en plus grands, des charges qui sont plus lourdes, plus de personnes à faire travailler, mais de l'autre, si on s'y prend bien, d'abord, ce n'est pas arrivé par hasard, ça s'est fait par une croissance assez lente, où on a eu le temps de jauger tout ça. Le chiffre d'affaires était là, il continue à être là, les clients continuaient à vous faire confiance. Il faut savoir retravailler tout le temps et remodéliser tout le temps sa facturation et l'adapter au temps qui passe, l'adapter à l'augmentation de sa propre valeur, de celle de ses collaborateurs qui étaient juniors et qui deviennent mid-level et qui deviennent seniors. Donc, savoir mieux facturer aussi sa clientèle, qui, en fait, de manière très immédiate, vous permet de faire 10 ou 15% de chiffre d'affaires de plus sur une année, tout simplement en ayant modifié quelques chiffres, quelques paramètres de facturation. Essayez évidemment de séparer des clients qui sont vraiment... qui vous font perdre du temps et de l'argent parce qu'ils ne vous rapportent quasiment rien. Donc, savoir au contraire optimiser les clients rentables. Tout ça, c'est un travail, mais il faut avoir du temps pour le faire parce que ça, c'est soi-même, c'est l'associé qui le fait. Ça ne peut pas être les collaborateurs, on ne peut pas leur demander ça, en tout cas pas au début. Et donc, c'est pour ça qu'il faut garder ce temps-là. Donc, il faut être ce chef d'entreprise qui, d'un côté, évidemment, garde un œil sur la production parce que sinon, on n'est pas avocat et sinon, la qualité qui sort ne pourra pas être au rendez-vous. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose d'évident que je n'ai pas dit, mais la première des recommandations et qui fait que vous pouvez vous développer, c'est la qualité. Le palais est le premier pourvoyeur de dossiers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les avocats sont les premiers pourvoyeurs de dossiers, mais les clients aussi.
et les clients, ce sont les deuxièmes. C'est-à-dire que, mais ça arrive plus tard. Mais moi, j'ai reçu des très, très beaux clients par des clients. Et ça, il faut une confiance, il faut une patine pour pouvoir se dire qu'un client va dire à un autre client qui cherche un avocat, prends mon avocat, notamment des directeurs juridiques. Pour ça, il faut être assez bien connecté avec les responsables juridiques, les directeurs juridiques. Et souvent, ils ont tendance à tourner d'entreprise et il faut garder leur contact et rester en contact avec eux. Et ils vous ont aimé dans une entreprise, ils vous ont fait travailler comme avocat, ils s'en vont, ils vont dans une autre boîte, vous les suivez. Si en plus vous arrivez à garder la boîte numéro 1, c'est bingo, c'est du x2. Et si en plus la personne vous recommande à un autre directeur juridique en disant « je connais un bon avocat en IP », et c'est là qu'on multiplie. Et ça, ça ne peut se faire pas que parce que vous êtes sympa. Ça se fait parce qu'on sait que vous avez une bonne production, vous êtes efficace, vous avez un costing qui est régulé, que vous savez répondre aux questions, vous donnez ce petit coup de pouce supplémentaire qu'on sait pouvoir donner quand on est dans le rush, etc., etc. Tout ça, ça fait un écosystème global qui vous permet de vous développer en profondeur votre clientèle, puis votre équipe, pour avoir la capacité de vous déployer. Voilà en gros les grandes lignes. Ok, Je nickel. vois qu'il est 11 heures. Ouais, il est 11h, on va laisser tout le monde aller retravailler. En tout cas, merci beaucoup. Le replay sera disponible, je l'espère, si notre opération de changement d'animateur a bien fonctionné. Sinon, j'ai pris un replay, mais qui a 5 minutes de retard. Donc, avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été présents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et je les transférerai à Mathieu pour que peut-être il puisse y répondre. Et sinon, vous pouvez nous ajouter sur LinkedIn. Je pense que Mathieu répond assez fréquemment aussi aux questions. Donc, n'hésitez Sans pas. problème. Besoin. À votre service. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci Valentin.